Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une vie, je veux dire, à connotation animale, quoi. Manger, dormir, voilà, et mourir. Et moi, ça me parlait pas du tout. Mais je me suis dit, si je suis venu pour ça, alors j'ai rien à faire ici. Daniel Benita, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Jérusalem. Pourtant, ce n'était pas votre destination de départ. Vous ne pensiez même pas arriver un jour en Israël. Les vacances, oui, le reste, pas du tout. Pas du tout. Vous n'étiez pas sioniste ? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce thème du sionisme. Et pour avoir des parents qui sont venus en 1948 à la création de l'État d'Israël. Vos propres parents ou de la famille ? Oui, des parents de parents, je veux dire des oncles de mon papa, etc. Bon, c'était vraiment des sionistes, l'amour d'Israël à tout prix, etc. Et ils sont arrivés à Mousrara, dans des quartiers qui étaient encore arabes à l'époque, jordaniens, etc. Je ne vous cache pas, c'est pas, ils se sont appauvris, les pauvres. Ils se sont appauvris, ça a été très dur pour eux ? Très, très dur. Mon père m'a demandé un jour de rendre visite à son oncle, j'étais très jeune. Il m'a dit, va rendre visite à mon oncle, etc. Et j'attends dans une maison comme ça, et je vois arriver un oncle avec un pieu pour casser des pierres. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça venir en Israël pour faire ça, c'est pas évident. Alors, le sionisme a tout pris. C'est-à-dire, pourvu qu'on soit à Jérusalem, pourvu qu'on ait à réaliser la promesse de Dieu de revenir sur la terre de Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, c'est un vécu pour eux, vous voyez, je veux dire. Donc, les gens aujourd'hui qui disent l'an prochain à Jérusalem, c'est l'an prochain à Tel Aviv d'abord, et puis ensuite c'est dans des grands palaces avec des belles plages, des choses comme ça, etc. Et c'est plus du sionisme. Pour moi, le sionisme, je vous dis franchement, j'ai une autre idée du sionisme. Le sionisme, ce sont les fondateurs. C'est Ben Gourion, c'est Jabotinsky. À 17 ans, j'étais venu dans un kibbutz à Yavne, où je travaillais dans des garinim. C'est très intéressant, c'est des grandes fleurs de tournesol comme ça. Alors on mettait des grandes chaussettes et puis on prenait cette feuille qui était épineuse, comme ça, quand j'étais dans une machine. Mais sur la même lignée qui devançait la moissonneuse-batteuse, vous voyez, il y avait des ingénieurs de 40, 50 ans, etc., Ashkenaz entre parenthèses, qui étaient des grands diplômés, universités, etc., et qui avaient relevé les manches. Et j'avais une admiration pour dire, ça, c'est des sionistes, parce qu'ils construisent le pays. Vous n'aviez pas eu envie de rester après cette expérience au kibbutz ? J'étais quand même trempé dans la culture française, c'est ça le problème. C'était pas évident. Pour moi, c'était un voyage touristique pour voir un pays, voilà, qui était Israël, mais c'était encore que des mots, que des lettres, rien d'autre, et il n'y avait pas encore un investissement affectif pour dire, voilà, qu'est-ce que ça représente. Il a fallu que je me plonge dans les études pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est la terre d'Israël, qu'est-ce que Dieu a promis. Dans les études juives. L'étude juive, bien évidemment. L'étude des textes. Oui. Et là, bien évidemment, j'ai réalisé qu'est-ce que c'était, voilà, qu'est-ce que c'est la terre d'Israël. D'ailleurs, je ne vous cache pas, pour moi, la terre d'Israël, c'est pas du tout les immeubles. C'est d'avoir une terre. Avec mon ami, par exemple, Moshe, nous sommes associés, on a acheté quelques doulam, où on a du plaisir à planter des oliviers, faire des olives, des choses comme ça, etc. Et j'ai le sentiment que c'est ça ma part sioniste. Pour vous, c'est la partie agricole, ça veut dire que c'est la partie travailler la terre vraiment. Ah ben évidemment, c'est ça, parce que le cadeau, il est là, c'est pas... Après, le reste, c'est touristique. Vous avez grandi au Maroc, dans le sud marocain. Oui, c'est ça. C'est pas une région, c'est une région désertique, on va dire. Oui, c'est à la frontière genre, de l'Algérie en même temps. Vous êtes parti ensuite en France ? Je suis venu en France, bien sûr, parce que dans ce désert, l'école s'arrêtait à 13 ans, on ne pouvait plus poursuivre, donc on est venu faire des études en France. Là, d'ailleurs, vous avez bien fait, parce que vous avez fait médecine, vous êtes chirurgien maxillofacial. Voilà, c'est un stade universitaire. Il fallait franchir la Méditerranée et aller en France. C'est ce que vous avez fait, donc vous avez étudié, vous avez une vie bien remplie, vous avez travaillé beaucoup, longtemps. Vous êtes même parti aux États-Unis. Ah oui, pour avoir croître le savoir, oui. Vous avez fait quoi aux États-Unis ? À cette époque-là, je parle d'il y a encore 25-30 ans, vous voyez, les États-Unis, c'était le wagon de tête, si vous voulez, qui, sur un plan de la recherche, de la technologie, des moyens aussi. Parce que même la France n'avait pas des moyens de mettre à votre disposition des laboratoires, par exemple, pour sacrifier des singes, mettons, et faire des recherches, le singe, parce que c'est le plus proche de l'homme, vous voyez, etc. Et donc il y avait tous ces paramètres-là qui faisaient que l'Amérique était un terreau dans lequel on pouvait développer beaucoup plus facilement la recherche. Et il y avait un environnement, je veux dire, enrichissant qui faisait qu'on apprenait vite et bien. Pourtant, vous n'y êtes pas resté aux États-Unis. Et je ne suis pas resté. Ce sont mes garçons qui ont fait le choix et qui, eux, ont fait la substitution. Ils sont restés ? Et ils sont restés complètement. Et vous êtes revenu en France ? Et moi, je suis revenu en France, oui. Vous pensiez à l'Alien à cette époque-là ou pas encore ? Pas du tout.
Pas du tout. En toute franchise, il y a 8 ans, 8 ans de ça, m'ont dit, vous allez vivre en Israël parce que vous étiez une voyante ou quelqu'un qui avait des dispositions. Madame Irma, voilà. Madame Irma, pourquoi pas. D'accord, je leur ai dit, mais pas question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le sentiment que sur l'échiquier du monde, comme ça, il y a des pions, et qu'on m'a pris comme un pion, on m'a dit, voilà, c'est là que tu dois être. Alors bon, j'ai eu des difficultés, bien évidemment, à m'adapter pendant un certain temps, et après j'ai réalisé que c'était vraiment la place où je devais être. Donc ça fait à peu près 6 ans que vous êtes là. 6 ans. Vous avez d'abord, dans un premier temps, décidé d'aller vivre à Tel Aviv. Oui. Pourquoi? Alors ça, c'est des automatismes très, très pauvres, je veux dire, intellectuellement, parce que en général, les Français, pour eux, Israël, c'est Tel Aviv. Ou Netanya, peut-être pour encore d'autres tribus, je veux dire, mais sinon, voilà, c'était Tel Aviv. Donc mon frère et moi, d'ailleurs, nous avons fait l'alliance en même temps, à un mois d'intervalle. On a trouvé que Tel Aviv, voilà, c'était la ville idéale. Voilà. Vous étiez à la retraite? Vous étiez en pleine activité encore? Non, je n'étais pas à la retraite. Non, vous comptiez travailler encore en Israël. Ah, oui. C'est un bon choix? Oui, Tel Aviv, oui. J'ai travaillé à Tel Aviv aussi. Vous avez aimé cette ville? Ben, j'ai aimé cette vie, oui, elle est riche, elle est belle, l'architecture, plein de paramètres, je veux dire, qui font que... Mais la quotidienneté, je veux dire, ce qu'on en fait, parce que c'est toujours pareil, vous pouvez aller à Hong Kong, à Dubaï, je sais quoi, etc. Si votre quotidien est pauvre au niveau de votre occupation, ben, la ville peut être la plus belle du monde, ça ne va pas du tout. C'est la qualité de votre occupation qui fait la qualité de votre vie. Ça veut dire quoi, un quotidien pauvre? Quotidien pauvre, ça veut dire, en fait, si vous voulez, quand c'est répétitif, ben, les gens se lèvent le matin, voilà, ils prennent un bon petit déjeuner sur des terrasses ensoleillées, c'est du tourisme. Ils vont à la plage, après ils rentrent le soir, après on choisit le meilleur restaurant qui était meilleur que la veille, etc. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une vie, je veux dire, à connotation animale, quoi, de manger, dormir, voilà, et mourir. C'était un mouroir. Ces francophones-là, ils auraient pu faire la même chose à Marbella ou en Italie, je veux dire. C'est la même chose. C'est Israël parce que c'est Israël, parce qu'on est juif et qu'on va aller en Israël. Mais les ambitions sous-jacentes qui les soutirent, c'est de dire, qu'est-ce que tu penses de cet appartement? Il est magnifique, regarde, il est sur la mer. C'est très matériel. Que matériel et confort. Ça ne me parlait pas du tout. Mais je me suis dit, si je suis venu pour ça, alors j'ai rien à faire ici. Parce que matériel, il y en a partout. Il y a à Miami, encore plus. Avec vos enfants à Miami. Voilà, encore plus, avec ce privilège d'avoir ses enfants et ses petits-enfants à côté. C'est dur de choisir, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir fait ça, mais de faire le choix de se séparer de ses enfants, enfin de les voir en tout cas de temps en temps, pour vivre en Israël. Tout le monde me dit que j'ai du mérite, mais moi je sens pas ça comme ça. Parce que d'abord les enfants sont grands, qu'après je pense que les enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils ont leur vie, ils construisent leur vie. Et je dis très souvent que dès que des enfants ont leurs propres enfants eux-mêmes, c'est bien qu'ils investissent leur énergie dans la direction de leurs enfants, je veux dire, plutôt que d'être dans des relations freudiennes comme ça, de s'inquiéter de savoir comment va le papa et la maman. Oui, c'est ça, c'est pas très sain. 6 ans, c'est pas très long. En même temps, oui. Ça fait quand même un petit bout de chemin. Oui. Vous êtes adapté par 2 fois, une fois à Tel Aviv, une fois à Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit à Jérusalem? Parce que certains disent que c'est une ville où on s'ennuie, où il n'y a Jérusalem, rien. j'ai dit l'autre fois au maire, un monsieur charmant de Jérusalem, j'ai dit, tu es le maire de la capitale du monde. Parce que tous les yeux du monde sont vraiment plongés d'une manière convergente sur Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale de la spiritualité. Et quand on a conscience de la richesse de cette ville, eh bien, on s'aperçoit, en fin de compte, qu'il faut tirer le maximum de toute son histoire, de sa richesse culturelle, plein de paramètres. Les gens que vous fréquentiez à l'époque, lorsque vous viviez en France, que vous aviez votre cabinet, etc., est-ce qu'ils savent, ils connaissent votre parcours? Ils savent que vous êtes là aujourd'hui ou... Si, d'ailleurs, on va dire que j'étais, entre guillemets, une locomotive pour certains, parce qu'ils se sont dit, s'il a fait le saut, alors on va pouvoir le faire, parce qu'il nous a motivés, il nous a donné des... Moi, j'étais un grand catalyseur pour faire venir des gens en Israël, beaucoup. Ouais, vous avez eu une activité communautaire assez riche. J'étais président de la communauté dans le 16e, un responsable communautaire, donc j'avais la communauté la plus nombreuse de Paris. Nous étions 26 500 juifs dans la communauté. Ça vous a incité, parce que vous avez créé des liens avec, grâce à vos fonctions communautaires, vous avez mieux connu Israël, vous avez approché aussi des personnages publics, politiques. Ça ne vous a toujours pas donné envie à cette époque-là de venir ici? J'ai eu la chance de connaître en vacances, d'accord,
par exemple, 80% des chefs de service qui sont à l'hôpital Adassa, qui sont devenus des bons amis, d'accord, et qui étaient des amis que je pratiquais à Paris, que j'invitais à Paris. Alors quand je venais ici, en fin de compte, j'étais un peu chez moi parce que je retrouvais quelque part une famille médicale, mais qui avait des postes déjà bien placés. C'était intéressant. Comment un jour on décide, quand on a une situation confortable, quand on a réussi dans son métier, comment on décide de sauter le pas, de changer de vie et de se confronter à des difficultés? Parce que franchement, il y en a. Je crois profondément qu'il y a un virage dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'accord, dans lequel on se dit qu'on est arrivé avec des quantités de cordes à son arc et qu'on ne les a pas toutes tirées, ces flèches. Et d'une certaine manière, Israël avait ça, cette possibilité de vous offrir, de vous développer, de faire des choses, par exemple, que vous n'aviez pas fait avant. C'est-à-dire que l'image d'Israël ayant tellement changé, ça devenait un pôle d'attraction? Complètement, un pôle d'attraction pour pouvoir faire des choses presque surprenantes, vous voyez. Écrire pour le théâtre, pour le cinéma. J'écris des scénarios que je confie à mes fils qu'ils ont vendus. Je veux dire, faire des choses comme ça dans lesquelles on s'épanouit, on découvre une personnalité qui était cachée, enfouie en nous. Vous avez fait ça quand vous êtes arrivé en Israël? Voilà, et Israël a ce catalyseur-là, de dire, écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. On dit qu'il faut pousser la porte, et puis après, hop, il faut juste pousser la porte. Et c'est ça. Le plus difficile, c'est ça. C'est que ça. D'arriver à la poignée. Absolument. Et puis après, c'est parti. C'est comme ça que vous êtes arrivé à investir dans une start-up? Les prémices, si vous voulez, des start-up qui étaient, je veux dire, vraiment les premières locomotives, c'était à Zichron Yaakov. Ok. Zichron Yaakov, aujourd'hui, c'est, je veux dire, l'équivalent du Silicon Valley. Hein. Vous avez pour un guide qui veut montrer ce que c'est les start-up, veut dire la concentration sur le plan qualitatif, sur le plan des progrès, de quelque chose qui est absolument inattendu, c'est des choses magnifiques. C'est pas du gadget, vous voyez ce que je veux dire. C'est la start-up vraiment efficace qui rend des services à l'humanité. Sont nés des techniciens qui étaient tout à fait disposés à fabriquer un os artificiel. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, à fabriquer de l'os artificiel? Pendant des années, à Paris, nous étions livrés par l'Institut Pasteur. Alors on livrait des bouts d'os de bovins, je veux dire, comme ça, dans le sérum physiologique. Voilà, et avec ça, on se débrouillait pour pouvoir faire des greffes, etc. Après, il y a eu des laboratoires qui ont créé des poudres, mais qui n'étaient pas encore si sophistiqués que ça. C'était un intérêt vraiment pratique pour votre métier. Il y avait, comme je disais, un arc électrique qui a fait une étincelle pour dire, lui, il va fabriquer un produit qui est performant, moi, je vais savoir exactement comment l'utiliser. Et en fin de compte, c'était une communion qui a été une catalyse magnifique pour dire, on va faire quelque chose qui est révolutionnaire. Et c'est ce que vous avez fait. Et voilà. Vous avez fabriqué, réussi à fabriquer de l'os artificiel. Et on le peaufine, et en plus, c'est pas ça, c'est pas un produit fini. Il est fini, bien évidemment, mais je veux dire, il est en amélioration permanente. À base d'un matériel tout à fait naturel. Du corail de la mer, qui est pilé, mélangé avec du sérum physiologique et des extraits placentaires. Donc on est obligé de mettre du thymus, et c'est des extraits placentaires. Pourquoi? Parce que l'intégration avec l'os naturel, si vous voulez, se fait par ce catalyseur-là. Alors, quand on vous écoute comme ça, on comprend que vous avez une vie extrêmement riche, que vous ne vous ennuyez pas du tout, pas une seconde. Ouais, même si vous êtes à Jérusalem, alors là, c'est pour faire taire ceux qui pensent que c'est une ville un peu, on s'ennuie un peu. Certains disent ça, ou alors que c'est une ville pour les religieux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui et non, mais ça dépend. C'est toujours pareil. C'est ça, il faut créer votre environnement. C'est tout, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est le secret de l'intégration, ça? Quand vous arrivez à créer, je veux dire, l'environnement dans lequel... Regardez, par exemple, moi je pense souvent à M. Eisenberg qui a créé Qualita. Je trouve ça magnifique. Dans cet océan israélien, si on peut se permettre de dire un océan pour ce petit pays, d'accord? Il a créé une bouée qui s'appelle Qualita, pour tous les naufragés qui s'agrippent à cette bouée et qui sont sauvés sur un plan administratif, sur un plan, je veux dire, de tous les problèmes qu'ils ont à rencontrer, etc., etc. Je trouve ça extraordinaire. C'était dur pour vous au début? Ah, c'était dur au début, oui. Par exemple, pour vous donner des petites anecdotes rigolotes, à Jérusalem, je suis resté sans femme de ménage, parce que moi, je ne sais pas faire le ménage. Okay. Voilà, je sais faire de la chirurgie, mais je ne sais pas faire le ménage. Alors, voilà, ça peut arriver pendant 4 mois.
Et donc c'était très 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 dur d'avoir des salles de bain qui n'étaient pas nettoyées, pas de chemise propre pour avoir, je veux dire, pour être présentable, ou un Shabbat, etc. Ça, c'était un détail pratique. Mais... Ah, mais c'est un détail qui a déclenché des appels téléphoniques répétitifs de mes garçons en disant « Prends tes affaires et viens immédiatement, tu ne peux pas rester dans ce pays. » J'observe l'Israélien, je l'écoute parler, que ce soit mon banquier, etc., je les écoute parler. Je me tais volontairement pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, etc., etc. Et je m'aperçois en fin de compte que le dénominateur commun, c'est que dans une grande salle comme ça, vous avez un piano à queue de 4 tonnes et à l'extrémité, vous avez un tabouret de 3 kilos. La logique veut qu'on déplace le tabouret vers le piano. Et bien l'Israélien vous dit non, mon tabouret il est cloué au sol, je ne peux pas bouger, je suis désolé, il faut que tu amènes ton piano. Et voilà la difficulté à laquelle on se heurte, c'est de trouver en fin de compte cette résistance, vous voyez, de l'Israélien qui dit voilà, moi je suis là, c'est ma position, ben, c'est à toi de bouger vers moi. Alors ça, vous avez compris. Et ça j'ai compris, alors ben, après, quand vous avez compris, après pareil, vous savez faire. Alors qu'est-ce que vous aimez ici? Quelle est la force du train? C'est la locomotive. Donc si la locomotive fait 200 chevaux seulement, vous mettez un wagon. Si elle fait 10 000 chevaux, vous mettez 10 000 wagons. Donc obligatoirement, ce qui est important, c'est de renforcer la capacité de votre locomotive. Et bien aussi de choisir quel est le wagon qui va être la locomotive. D'accord. Quand vous avez investi sur le wagon qui est la bonne locomotive, après vous attelez tous les wagons que vous voulez derrière. Et ça suit. Et moi, j'ai élu wagon, locomotive, la spiritualité et l'étude. Et elle est tellement nourrissante pour moi, elle me donne tellement d'énergie, de lucidité, de compréhension, en fait de lucidité par rapport au monde environnant. Vous voyez, je veux dire, si je me balade à mes Hacharim, je dis bon, c'est des juifs comme moi, mais ils sont différents, parce que je ne suis pas en noir, j'ai pas de péote, etc. Mais quand même, par l'étude, je m'aperçois en fin de compte qu'il y a une fraternité. C'est l'étude qui m'a fait comprendre que ce sont des frères. Très proche. Ça vous vient d'où? De vos ancêtres, cet amour de l'étude? Évidemment, c'est sûr, parce que je veux dire, j'ai des ancêtres rabbiniques qui sont derrière moi, c'est déjà des gros mondialement connus. La famille Abouhatzera. Voilà, la Torah, c'est un forgeron. Voilà. C'est pas une caresse et une plume, c'est un forgeron. C'est un forgeron, c'est-à-dire, c'est très dur, il faut pas craindre de le dire, c'est une enclume, c'est un marteau, c'est du feu, etc. Maintenant, si vous me dites, je comprends pas, mais ce tas de ferraille-là, il est devenu cette porte avec ses fleurs et ces choses comme ça, je dis oui. Le travail. Donc il y a un travail. On travaille, donc on redresse un être, on le construit, voilà, on le forme, etc. Et ça c'est très important. Jérusalem, c'est un cabinet de psychanalyse. Non, mais ça paraît comique. Quelqu'un qui, je veux dire, a besoin de régler des problèmes de communication, relationnelle, etc., il va voir un psychanalyste pour dire, écoutez, j'arrive pas à communiquer avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes administrés, avec mes collègues, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il vous donne une marche à suivre, il va vous revoir avec des séances répétitives, etc., etc. Jérusalem, c'est pas besoin. Vous avez un miroir, comme ça, hypothétique, qui vous suit, comme ça, et qui vous rend l'image de votre moi personnel. Obligatoirement, vous avez une redevabilité vis-à-vis de ce miroir, et ce miroir-là, il est en questionnement permanent vis-à-vis de vous-même. Donc c'est vraiment une psychanalyse. Donc là, vous regardez, vous dites, je viens de rencontrer quelqu'un, alors j'ai pas été comme il fallait, tiens, je vais le rappeler demain pour réparer, etc. Vous voyez, c'est toujours le forgeron. Je vais le rappeler pour dire que bon, peut-être que je ne lui ai pas accordé suffisamment de temps, etc. Est-ce que c'est ça qui vous a plu ici, à Ah Jérusalem? oui, ça, parce que ça c'est un vécu, vous voyez, je veux dire. Jérusalem, comment dirais-je, c'est une chape qui vous s'impose à vous. Alors que, on va dire Paris, par exemple, parce que je parle des villes où j'ai vécu, Paris, c'est tellement, je veux dire, léger que les êtres humains sont anesthésiés. Essayez de filmer comme ça une personne en disant, écoutez, voilà, je peux vous parler. Non, j'ai pas le temps parce que j'ai un rendez-vous là, et après vous allez faire quoi? Ah, ben je vais faire, etc. Et il y a une cascade de rendez-vous qui font en fin de compte que c'est une anesthésie. 8 heures, je suis fatigué, je vais passer une journée, alors je ne dis pas, j'ai les embouteillages, etc. Mais vous mettez ça dans une messagerie. Un tamis. Voilà, un tamis, mais il n'y a rien. Vous avez tamisé tout ça, il n'y a rien du tout. C'était pour rien. Ici, vous sentez une autre énergie. C'est construit. Tous les jours, vous sentez une brique qui monte sur le... 1, 2, 3 briques qui montent sur le mur. Et c'est des choses extraordinaires, magnifiques. Déjà, être témoin simplement visuel, c'est énorme. Regardez, là, vous avez fait une campagne, par exemple, à Kalita, avec beaucoup de bénévoles, je veux dire, comme ça. Enfin, mais moi, je me suis promené là, mais j'ai fait que des allers-retours. Pourquoi? Parce que c'était un mikvé de Membibé,
de cette force que les gens ont à donner d'eux-mêmes, comme ça, en bénévolat. Je trouve ça magnifique. Mais ça, c'est énorme. Les gens ne réalisent pas ce que c'est, mais toute la vie vraiment d'un homme, quand elle arrive à cette extrémité-là, de donner ce bénévolat pour l'autre, ben, elle a gagné sa vie, ça c'est terminé, c'est gagné. Et j'avais des larmes aux yeux. Est-ce que vous avez changé? Parce qu'entre l'homme que vous étiez, j'imagine, lorsque vous étiez Ah oui, on sent une transformation. en pleine activité, Oui. et l'homme que vous êtes ici en Israël. Anesthésiante. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de projets à mener à bien. Il faut pas arrêter. Vous avez plein de projets. Ah oui, il ne faut pas arrêter. Dans tous les domaines? Dans l'art déjà, c'est très important parce que ça me passionne. Moi je vois par exemple des bons amis là, qui montent des pièces de théâtre, etc. Biton, vous connaissez Bernard par exemple, etc. Et je rencontre souvent, ou Suissa, qui est une école. Bon, eh ben, je veux dire, ils ont eu le génie de pouvoir prendre la patte dont ils disposent et dire, voilà, écoutez, avec ça, on va faire un bouquet de fleurs. C'est-à-dire tirer la quintessence de tout ce qu'il y a comme émotion chez des gens, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans un proche avenir, on va dire? Continuer d'étudier ou... Étudier, bon, ça c'est incontournable, hein, c'est sûr. Mais j'aimerais faire de l'enseignement. De l'enseignement? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, je me suis inscrit à la faculté. La session prochaine commence dans 4 mois pour faire un certificat d'intelligence artificielle. Extraordinaire. Oui. En hébreu? Oui, en hébreu. Il y a des gens qui font de la spéléologie, ils mettent un masque, des palmes, et ils descendent dans les tréfonds de la Terre, etc., etc. Mais faire la même chose dans les tréfonds du cerveau humain, c'est une délectation extraordinaire. Il y a tellement de milliards de choses à voir, comme ça, dans le cerveau, comment les choses fonctionnent, etc. C'est extraordinaire. Est-ce que, juste pour revenir sur une image, oui. Quelque chose qui vous a séduit, qui vous a fait vous dire, ben, en fait, elle est vraiment là, ma place? Il y a beaucoup de choses, parce que moi, vous savez, quand je sors du cours, par exemple, je m'arrête une demi-heure devant une fleur. Alors, mon maître, il me dit, c'est extraordinaire. Je dis, non, mais écoute, parce que je suis en train de réaliser que le peintre, l'Éternel, il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de peintures, il a beaucoup de pinceaux pour pouvoir créer des choses comme ça. Donc, je veux dire, n'importe quelle beauté, je veux dire, est amplifiée. Le cerveau, c'est un entonnoir. Si vous l'offrez à la vie par la voie ouverte, eh bien, vous allez prendre beaucoup de choses. Si vous l'offrez par la voie fermée, eh bien, vous n'allez rien prendre, mais même pas voir. Donc moi, je m'arrête sur beaucoup de choses, vous voyez, je veux dire, qui me séduisent. Dans mes Hacharim, je peux rester une demi-heure comme ça, regarder un vieillard qui compte ses sous, mais pour moi, c'est tout un vécu. À travers un geste photographique, voilà, je vois toute la trajectoire comme ça d'un homme avec tout ce que ça représente. C'est une beauté extraordinaire. C'est pas que artistique, c'est émotionnel. Est-ce que vous êtes bien ici? Ah oui, complètement, oui. Qu'est-ce qui vous attache vraiment? De plus en plus, on commence à tisser le lien de cette petite cordelette qui était avant un fil de soie, qui devient une corde de plus en plus riche, etc., avec l'Éternel, et on devient missionné. Dans le schéma, le dessein EIN divin de faire le Kibbutz Galuyot en Israël, alors on est un acteur. Et là, on est un acteur, donc quelque part, on confirme qu'on est vraiment dans le projet divin. C'est très important de savoir, en fin de compte, qu'il y a une mission. Sans regret? Ah non, pas du tout. Ça, de toute façon, je veux dire, tous les gens qui vivent avec les rétroviseurs sont des gens malheureux, dans tout d'ailleurs. Hein. La Torah nous a donné des quantités d'éclairage là-dessus. Quand les Juifs ont quitté l'Égypte, on a dit, mais là-bas, on avait. Ben, ça fait des bagarres et des fâcheries du ciel. Un conseil, peut-être, à donner à ceux qui vous regardent comme ça, peut-être devant leur écran d'ordinateur et se disent, mais... c'est un ovni. Attention, parce que... je ne pourrais jamais faire ça. Moi, les premiers conseils déjà que je voudrais donner, parce qu'il m'est arrivé de parler à la Knesset 2 fois, c'est que sur le plan de la LIA, il faut cesser de faire la LIA comme je l'ai faite moi, c'est-à-dire avec un billet, on arrive, hop, voilà, et on ne sait pas à gauche, à droite, etc. Ça, c'est pas ça du tout. Une LIA, ça se prépare. Il faut que les gens fassent des voyages d'études. Les gens qui viennent avec 5 ou 10 millions de dollars et qui achètent une maison, etc., ne font pas la LIA, ceux-là, parce qu'ils font du tourisme. Ça. Bon, moi, je parle de la LIA, c'est un jeune couple de 30, 35 ans, 40 ans qui a une épouse, voilà, dont les parents sont à Natania et qui l'a enquiquiné pour dire « Je veux habiter en Israël parce que mes parents sont là-bas, je veux être près de mes parents, je veux que mes enfants soient dans des écoles juives, etc. etc. » Bon, suffisamment d'arguments pour motiver le papa pour dire « Allez, bon, ok, on va aller en Israël. » D'accord. Seulement, ce monsieur-là, il avait une usine
de textile, il gagnait très bien sa vie, il avait un appartement dans le 16e, il avait 2 voitures, etc., etc. Et tout d'un coup, ces activités-là, il ne peut pas les faire ici. Donc obligatoirement, je dis, quelque part, ces gens-là doivent faire des voyages d'études, venir progressivement, voir exactement les emplacements qui correspondent aux enfants, parce que je mets toujours les enfants en priorité, que les enfants soient bien. Parce que quand les enfants ne sont pas bien, rien ne va, c'est sûr, il faut que les enfants soient bien installés. Et là, après, il dit, voilà, je fais mon alia. Et moi, je vois par exemple parmi mes amis, je cite des quantités de gens francophones qui, eux, sont une admiration pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était des très grands industriels, c'était des gens qui étaient dans la classe sociale très très haut placés. Et ils ont été dans les moshav. Je dis, mais c'est magnifique. Et comme je suis un voleur, parce que je suis une éponge, dès que je m'approche de quelqu'un qui est très intéressant, je me colle à lui pour essayer de boire exactement tout ce savoir. Eh bien, ces gens-là, je les ai au téléphone très souvent, et ils ne savent pas que je leur vole tout cet enthousiasme. Pourquoi ? Parce que je vois, en fin de compte, qu'ils font des choses qui leur ressemblent. Ils se retrouvent, je veux dire, dans une collectivité d'amour. Le moshav, c'est voilà, c'est le moshav, c'est l'amour, l'entraide, d'accord ? Les choses essentielles de la vie. Et si c'était ça le secret, faire des choses qui nous ressemblent pour être bien en Israël. Vous avez tout résumé. Alors là, Katia, vous avez tout résumé. Ça, c'est 20 sur 20. Voilà. Faire exactement ce qui nous ressemble. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.